Octobre 2021, dans le quartier branché du cimetière d'Ixelles, plusieurs centaines de jeunes femmes défilent en colère. Je trouve que c'est pas normal que des étudiantes puissent pas sortir, faire la fête, se détendre sans risquer de se faire agresser, sans risquer de se faire violer, sans risquer de se faire droguer. Cette manifestation est une réaction à plusieurs témoignages diffusés sur les réseaux sociaux. Plusieurs jeunes femmes disent avoir été agressées sexuellement dans 2 bars du quartier. Et ce qui aggrave tout, c'est qu'elles affirment avoir été préalablement droguées. Agresseur! On te voit! Victime! On dit à chaque fois aux filles de faire attention à leur verre, mais maintenant, je pense qu'il s'agirait quand même de dire aux hommes d'arrêter de droguer les filles. Ce scénario où une substance est glissée dans un verre pour neutraliser la victime avant de la violer est insupportable pour ces jeunes femmes. Boire un verre le soir, c'est un moment de plaisir. Ça ne peut pas devenir un moment dangereux. Toujours avoir quelqu'un à côté de soi, ne jamais aller seul. Voilà. C'est fatigant. Que s'est-il passé dans les cafés d'Ixelles? D'autres établissements de nuit sont-ils concernés? Quelles substances utilisent les agresseurs? C'est ce que nous allons tenter de déterminer tout au long de notre investigation. Nous rencontrons Maïté Méus. Elle partage cette colère. Elle a participé à cette manifestation. Il y a tellement de témoignages qui sortent tous les jours avec des nouveaux noms de bars et souvent les mêmes, donc c'est ça qui est dommage. Comme elle l'explique sur cette vidéo, Maïté veut aller plus loin. Il faut éviter que les témoignages de ces femmes agressées ne tombent dans l'oubli. Cette décision va changer le destin de cette étudiante. Ce combat va prendre une place énorme dans sa vie. Je pense qu'en tant que jeune femme, on sait très bien que ce ne sont pas les 2 seuls établissements concernés. Et voilà, j'ai voulu agir et relayer des témoignages qui concernaient d'autres établissements. Ça suscite quoi comme réaction en tant que jeune femme de votre âge quand on entend ce type d'agression, ce type de pratique avec cette drogue dans les verres? Mais énormément de colère déjà, qu'il y ait un tel manque de sécurité pour les jeunes femmes et pour les gens de façon générale, mais pour les jeunes femmes en particulier. Et puis, encore une fois, un sentiment de colère face à l'impunité qui règne vis-à-vis de l'agresseur. Maïté veut à tout prix cibler les agresseurs. Pour y arriver, elle va utiliser la puissance des réseaux sociaux. Voici sa création, la page Instagram « Balance ton bar ». Un slogan en 3 mots qui va provoquer un véritable séisme dans le petit monde de la nuit. Les témoignages d'agression vont s'y accumuler rapidement. Publié, une septantaine, mais reçu vraiment beaucoup. Et puis, énormément ne veulent pas avoir leur témoignage publié, mais veulent simplement se confier, donc voilà. La soirée se passait bien jusqu'à ce que je vois un mec mettre quelque chose dans mon verre. Après la première gorgée, mon corps se dérobe. Je me réveille seule et allongée au sol, mon pantalon et ma culotte baissée. Certaines entrent très fort dans les détails. On sent la charge émotionnelle qu'il y a derrière. Et c'est parfois très lourd. C'est souvent très lourd même. Voilà, mais je pense que ça démontre l'ampleur du phénomène. Est-ce qu'on s'en sort indemne quand on accumule comme ça, quand on réceptionne des dizaines de témoignages aussi difficiles? Oui, si on a un bon réseau de soutien autour, oui, on s'en sort indemne. Et en publiant ces textes, Maïté veut faire bouger les lignes. Elle vise les policiers, les juges, les patrons de bars. Il faut arrêter de minimiser l'utilisation des drogues du viol si l'on veut que cela cesse un jour. C'était facile de fermer les yeux aussi, parce qu'il y a énormément de choses à changer, tant au niveau de la justice que du dépôt de plainte, que la sécurité au sein des établissements même. Donc c'est un énorme problème à attaquer et il est beaucoup plus facile de fermer les yeux sur des choses pareilles. Est-ce que dans les témoignages que vous avez reçus, il y a parfois des agresseurs qui sont clairement pointés du doigt? Bien sûr. Et c'est ce que je ne publie malheureusement pas. Parce qu'encore une fois, ça pourrait amener une plainte pour diffamation sur ma personne. Mais oui, il y a des agresseurs qui sont clairement cités. Quelle est l'ampleur exacte de ces agressions sexuelles où l'on drogue les victimes? Où se déroulent-elles et surtout, qui en est victime? Ces questions sont au cœur de notre investigation. Nous tentons de rencontrer ces jeunes femmes qui ont subi ce genre d'agression. Nous prenons notre temps pour éviter de rouvrir leurs blessures brusquement. Marie va nous parler, mais elle impose une condition, un anonymat complet. Elle ne veut pas être reconnue et être sans cesse résumée à ce seul viol. Une comédienne va donc l'incarner à l'écran et répéter son témoignage mot à mot.
Il y a un peu plus d'1 an, Marie fréquentait les cafés du cimetière d'Ixelles avec l'insouciance d'une jeune femme de 23 ans, jusqu'au soir où tout a dérapé. Quand on est arrivé, du coup, on n'a pas bu tant que ça. On n'a presque pas bu du tout. Enfin, c'était très peu en tout cas. Mais au bout d'un verre en particulier, j'ai senti que ça allait plus. Je saurais pas trop décrire ce que je ressentais physiquement, mais je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et j'avais l'impression que tout tournait autour de moi. C'était très... j'avais l'impression d'être un peu au ralenti. J'ai voulu aller aux toilettes pour essayer d'un peu reprendre mes esprits et essayer de... je sais pas, genre... mettre de l'eau sur mon visage ou quelque chose. Et il m'a suivi. Et il parlait pas, mais je saurais même pas dire ce qu'il me disait parce que je comprenais même pas ce qui m'arrivait. J'étais vraiment, je sais pas... C'était pas des effets d'alcool, c'était beaucoup plus que ça. Et... J'étais dans l'encadrement de la porte, je tenais même pas debout. J'étais toute molle, sans force. Je pense qu'il a compris que j'étais pas dans un état normal et ça a été très rapide. Il m'a poussée à l'intérieur des toilettes et il nous a enfermés à clé et... Je tenais pas debout, je l'ai repoussé, je lui ai dit que j'avais pas envie. Je lui ai demandé de sortir. Enfin, j'ai essayé. Je le poussais. Après, il m'a retourné face au mur et il m'a enlevé mon pantalon. Et il a réussi à rendre ça extrêmement violent et douloureux. Et après ça, en fait, tout est flou. Mais ça, je m'en rappelle très bien parce que justement, ça faisait mal. Il m'a vraiment, vraiment arraché une partie de moi et c'était très violent. Marie porte plainte contre son agresseur. Elle suivra le parcours classique de toute victime de viol, à l'hôpital d'abord, où les infirmières s'efforceront de trouver des preuves physiques de son agression. Après, il fallait que je fasse ce qui s'appelle le SAS, donc c'est le set d'agression sexuelle. J'ai accepté. C'était vraiment un souvenir très violent. On prend avec une sorte de cure-dent tout ce qu'il y a en dessous de mes ongles. On m'a pris des cheveux, on m'a pris de l'urine, du sang. Bon, ça, à la limite, c'était beaucoup, mais ça allait. C'était pas le pire. Le pire, c'était un examen gynécologique complet. Enfin, c'est des prélèvements de partout, quoi. J'ai trouvé ça super humiliant parce que ça ressemble à un rendez-vous chez la gynéco, sauf que j'avais pas envie qu'on aille à cet endroit-là, à ce moment-là. C'était tellement... je sais pas... j'ai trouvé ça dur et je pleurais pendant tous ces examens. Je pleurais. C'était horrible. Et les infirmières essayaient de faire ça vite et bien, mais c'était très dur. Son agresseur sera entendu par la police. Sa défense est simple. Marie était d'accord. Il n'a rien forcé du tout. C'est la version qu'il donnera aux policiers qui l'interrogent. Il m'a dit que selon lui, donc selon mon agresseur, c'était quelque chose de consenti. Oui, que c'était consenti. Je sais pas comment ça pourrait être consenti ce genre d'acte, mais bon, c'était pas consenti. Comme toute victime, Marie devra ensuite subir un autre supplice, l'attente, cette longue attente qu'impose le travail de la justice. Elle estime avoir un dossier en béton, elle connaît son agresseur, les preuves de la relation sexuelle sont là, elle est optimiste, elle va tomber de haut. Peu de temps après, on m'a appelé pour me dire que c'était classé sans suite, donc c'était une grosse déception. Et ça a été très dur parce que du coup, c'était vraiment... je me suis battue pour rien, quoi. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas. Parce que je m'attendais pas forcément qu'il aille en prison, et j'ai pas besoin de ça pour mieux dormir la nuit. Je voulais juste qu'on me reconnaisse comme étant une victime, parce que
moi-même, j'ai eu du mal à me considérer comme une victime dans cette histoire, donc je trouve ça un peu gros. Et c'est un peu violent aussi parce que le message que ça relève, c'est on sait ce qu'il a fait, on l'a interrogé, on est au courant, mais c'est pas grave. Y a pas assez de preuves et donc on s'en occupe pas et on le laisse tranquille. Et toi, tu te débrouilles. Les faits se sont passés au El Café à Ixelles. Nous contactons le propriétaire. Marie connaît son agresseur, aucun membre du personnel du El Café n'est concerné. C'est juste là que tout s'est déroulé. Allô ? Bonjour, je m'appelle Gérald Vandenberg, je suis journaliste à l'RTBF, je tente de réaliser... L'accueil est glacial. Le patron refuse toute interview. Et pourtant, nous savons que des mesures ont été prises au El Café pour améliorer la sécurité. Des sorteurs supplémentaires, des caméras dans le bar, mais nous ne pourrons pas en discuter. Pourquoi n'y a-t-il pas assez d'éléments dans le dossier de Marie pour poursuivre son agresseur ? Pourquoi ne trouve-t-on pas de traces de drogue dans son sang ou son urine ? Pourquoi est-il si difficile de prouver l'utilisation d'une drogue pour faciliter le viol ? Pour en savoir plus, nous nous rendons au CHU de Liège. Nous avons rendez-vous avec le docteur Charlier, elle est toxicologue. Lorsque la justice veut savoir si une drogue a été utilisée dans une affaire de viol, elle est souvent chargée d'analyser les prélèvements effectués sur les victimes. Elle va nous parler d'une substance dont le nom apparaît immanquablement dans la conversation lorsqu'on évoque la drogue du viol. Tout tient en 3 lettres, GHB, l'acide gamma-hydroxybutyrique. C'est la seule drogue du viol connue du grand public, au point d'éclipser toutes les autres. Si ce liquide transparent est ajouté à votre verre, vous perdez la mémoire. Et en plus, comme l'explique le docteur Charlier, il est très difficile à retrouver dans l'organisme des victimes. Il a tout de l'arme idéale. Là, c'est vraiment le GHB qui est problématique parce qu'il se dégrade très rapidement. Donc, si on veut le mettre en évidence, il nous faut soit un prélèvement de sang, mais qui est fait dans les 3-4 heures qui suivent l'agression, un prélèvement d'urine, mais il ne faut vraiment pas que ce prélèvement d'urine soit plus vieux que 12 heures, par exemple. Et donc, ça veut dire que souvent, le délai va faire qu'on ne va plus pouvoir mettre en évidence le GHB. Si vous vous réveillez un jour dans un état second, sans aucun souvenir de ce que vous avez fait la veille, et votre sac à main vide, attention au temps qui passe. En cas d'agression sexuelle où l'agresseur aurait utilisé du GHB pour vous neutraliser, vous ne disposez que de quelques heures pour prouver la présence de cette drogue dans votre corps. Des gestes simples peuvent tout changer. Le plus rapidement possible, c'est de récolter des urines dans un petit récipient, dans un pot, etc. Et puis, c'est de porter plainte. C'est de se rendre dans un centre et là, tous les prélèvements nécessaires seront faits. Mais même avant de s'y rendre, c'est de faire une récolte d'urine pour avoir un échantillon urinaire qui est le plus proche des faits possible. Ça, c'est vraiment pour le GHB ? Ça, c'est vraiment pour le GHB, oui. Et ça signifie quoi ? On fait pipi dans un petit pot et on le met au frigo ? On fait pipi dans un petit pot et on l'amène avec soi au centre CPVS. C'est évidemment pas le réflexe qu'ont les femmes de manière naturelle. Non, parce qu'on n'a pas envie de ça. On a sans doute envie de prendre une douche, de se laver, de toute autre chose. Mais c'est extrêmement important d'avoir des prélèvements qui sont faits les plus rapidement possible après les faits. Combien de femmes ont vécu la même histoire ? Combien d'entre elles ont été droguées et violées ? Ce nombre est-il vraiment en augmentation ? C'est ce que nous allons tenter de savoir. Nous contactons le ministère de la Justice. Il nous envoie ses statistiques. En 2017, on dénombre 73 faits de viol sous soumission chimique. Il y en a eu 42 en 2018, 72 en 2019 et 62 en 2020. C'est plus ou moins un cas par semaine. Mais nous voulons des chiffres plus récents. Nous cherchons à savoir si Balance ton bar a provoqué une augmentation des plaintes pour ce type d'agression. Nous poursuivons notre investigation à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, plus exactement au CPVS, le centre de prise en charge des violences sexuelles. De nombreuses victimes s'y présentent juste après leur agression. Elles vont être reçues par des professionnels qui vont tout faire pour les aider. C'est une infirmière qui va les accueillir. Donc voilà, je vais vous expliquer ici au CPVS comment ça va se passer. L'idée est de concentrer en un seul et unique endroit tout ce qui est utile aux victimes. Des infirmières pour les soins, des psychologues pour les soutenir, des policiers pour enregistrer leurs plaintes. Vous avez la possibilité ici au sein du centre de porter plainte et de faire des prélèvements sur votre corps et également des prélèvements de sang et d'urine qui pourront, dans le cadre de cette plainte, être analysés par des laboratoires liés à la police. Et ces couloirs sont rarement déserts. L'année dernière, 615 femmes, hommes, enfants ont été reçus ici, soit à peine moins de 2 viols par jour. Personne ne s'attendait
à ce qu'il y en ait autant. Avant, il faut savoir que nous recevions au sein des urgences 100 victimes qui déposaient plainte chaque année. Et donc, on avait extrapolé qu'on en recevrait plus ou moins 300 en ouvrant les centres. Et on s'est rendu compte que clairement, on proposait une offre, malheureusement, qui répondait à un besoin. Et donc beaucoup plus de monde. Exactement. Dans ce centre, tout est étudié jusqu'au moindre détail pour diminuer le stress et rassurer les victimes. La tenue des policiers, par exemple, est particulière. Avant, il y avait 2 policiers en uniforme qui attendaient avec la victime, mais qui devaient passer par les services d'urgence d'un hôpital, où il y a tout le monde qui regardait, pourquoi cette personne-là est là, entourée par 2 policiers. Donc ici, ça se fait vraiment de manière beaucoup plus respectueuse de la victime. Dans le même ordre d'idée, quand on va ramener la victime chez elle, les voisins, l'entourage, la famille n'a pas à savoir que c'est la police qui la ramène. C'est le choix de la victime de dire qu'elle a porté plainte ou pas. Il y a une chose qui est super importante pour nous au niveau d'un CPVS, c'est que la victime ne doit pas nous convaincre qu'elle est victime. Donc inconditionnellement, quelqu'un qui franchit les portes ici d'un CPVS, elle est victime. Si nous avons fait le déplacement jusqu'ici, c'est pour évoquer les drogues du viol. Ces professionnels nous confirment qu'ils reçoivent régulièrement des victimes droguées, puis violées. Je dirais que c'est quand même relativement fréquent et ça, en tout cas nous, ce qu'on constate dans le centre, c'est qu'il y en a plus ces derniers temps. Peut-être aussi avec beaucoup de médiatisation autour de ça ces derniers temps et c'est très bien parce que ça libère la parole. Et donc voilà, oui, il y en a quand même régulièrement. Ça a poussé des personnes à nous téléphoner pour savoir si on ne pouvait pas leur faire un examen pour savoir s'il s'était passé quelque chose. Et donc du coup, nous, on réfléchit avec elles. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes rentrés avec qui ? Accompagné, pas accompagné ? Voilà, est-ce qu'il y avait quelqu'un à côté de vous ce matin en vous réveillant que vous ne connaissiez pas ? Enfin, vous voyez, on essaye de refaire un scénario avec ces personnes et voilà. Cette confirmation de l'augmentation des agressions sexuelles avec utilisation de drogue pose d'autres questions. Sont-elles uniquement concentrées dans le quartier du cimetière d'Ixelles ? D'autres établissements sont-ils concernés ? Pour obtenir des réponses, nous retournons sur la page « Balance ton bar ». Plusieurs témoignages nous interpellent. Ils concernent le Rock Classique, un bar du centre de Bruxelles. Manon va nous raconter ce qu'elle a vécu il y a 3 ans en y passant simplement boire un dernier verre après une longue soirée. Elle aussi nous demande un anonymat total. Une agression sexuelle reste un traumatisme. Une comédienne va donc rejouer son témoignage. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi je suis arrivée là-bas, j'ai pris un verre et puis je me suis retrouvée au bout d'un moment à embrasser un des serveurs par-dessus le bar. Et puis en fait, à partir de ce moment-là, blackout quoi. Bon, en fait, faut savoir déjà une première chose, c'est que moi je suis attirée par les femmes et pas par les hommes. Le fait qu'il se soit passé des choses avec un homme en particulier, c'est assez étrange. Les souvenirs de Manon s'arrêtent là. Elle ne reconstituera ce qui s'est réellement passé que bien plus tard, grâce au témoignage d'une jeune femme qui a vu la suite de la scène. Elle me dit en fait, les barman n'arrêtaient pas de te saouler, ils n'arrêtaient pas de t'envoyer des bières, de te faire boire, et toi tu buvais et en même temps t'étais complètement comateuse, tu réagissais plus, t'étais plus là. T'étais seulement assise sur ta chaise, mais tu n'étais plus là. Et elle aurait demandé, même supplié les serveurs d'arrêter, et ils n'ont pas écouté, ils ont continué. Donc elle m'a retrouvée dans un couloir. En fait, au Rock Classique, il y a un grand couloir pour relier la rue au bar, et c'était connu à ce moment-là, parce que les faits se sont déroulés il y a un moment. Il n'y avait pas de caméra à cet endroit-là. Et en fait, elle m'a retrouvée avec un des serveurs en train de me faire tripoter. J'aime pas cette expression parce que ça allège un petit peu les choses. Parce que tripoter, c'est pas juste toucher le front de quelqu'un. C'est avoir ses mains à des endroits où elles n'étaient pas censées être en tout cas. Manon finit par appeler sa petite amie à la rescousse qui la raccompagne à son appartement. Le lendemain, le réveil est difficile, les sensations désagréables, les questions nombreuses. Quand je suis chez moi seule, je me réveille, c'est pas une simple gueule de bois, un truc comme ça. Je panique quoi. D'abord je panique parce que je suis toute seule, et puis après je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé ? Puis j'étais dans un état de descente aussi de drogue, c'était beaucoup plus que de l'alcool. J'ai quelques points de comparaison, je prends pas de la drogue souvent. J'en ai pris 1 ou 2 fois pour tester. Mais effectivement, les descentes, c'était ça.
Malgré tout, je vais retourner au Rock Classique. Et je vais dire, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé hier? J'ai plus mes lunettes, j'ai plus de rien dans mon sac. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens pas. Et puis là, je tombe sur le même serveur de la veille qui me décrédibilise complètement et critique mon état. Il dit que j'étais complètement bourrée, que je me suis frottée partout, que c'était vraiment ridicule, etc. 4 jours plus tard, toujours un peu perdue, cherchant des réponses, Manon décide de raconter ce qu'elle a vécu sur les réseaux sociaux. Moi, je crée un témoignage sur Facebook qui devient viral avec plusieurs personnes qui me disent « Mais moi aussi, ça m'est arrivé au Rock Classique ». Ils m'envoient des messages, ils font des partages, donc voilà. Et par la suite, je reçois un message surprenant du patron. Mademoiselle, nous venons de prendre connaissance de vos écrits, ceux-ci sont très graves. Barman et agents de sécurité démentent totalement ce que vous dites. Les caméras de vidéosurveillance vont être examinées dès ce soir et dans le cas où vos dires ne correspondraient pas aux images, une plainte sera portée à votre encontre. Cette réaction va ébranler Manon. De victime, elle se sent devenir coupable. Elle ne portera pas plainte. Il me qualifie de menteuse, dès la base en fait. Il fait pression sur moi en disant que si j'ai menti, c'est très grave et j'aurai la police sur le dos. Donc il n'y a aucune empathie, aucune bienveillance. Et jamais dans son message, il me dit « je suis désolée pour ce qui est arrivé », simplement. Nous cherchons à entrer en contact avec le propriétaire du Rock Classique. Nos appels téléphoniques restent sans réponse. Nous décidons d'aller sur place. La chance va nous sourire. Ah oui, j'ai appelé un message. Oui, je vous ai laissé un message. Et maintenant, on a les témoignages qui mettent en cause votre café. Et donc, on voudrait en parler avec vous. Parce qu'on estime qu'à partir du moment où ça ne doit pas être unilatéral et qu'il faut qu'on donne la parole aux deux parties. Alors, je suis tout à fait d'accord. Je suppose que là, vous êtes en train de me filmer enregistré. Vous auriez pu me prévenir avant, déjà, on va dire. Mais vous savez qu'on était en train de me filmer. Moi, en train de sonner à votre porte, c'était pas vous qu'on cherchait. Oui, mais vous avez vu les heures. Hein. On est fermé. Hein. Je veux dire, on est ouvert que la nuit. Monsieur, j'ai bien fait de venir à cette heure-ci. Vous êtes là. Mais par hasard, je viens faire mon aventure. Eh bien, j'ai bien fait de vous faire... Vous voulez qu'on parle un peu 5 minutes? Oui. On ne ferait pas à l'intérieur parce que moi, j'ai froid. Faisons ça. On est d'accord? À la fin de l'entretien, le propriétaire demande quelques jours de réflexion, mais finalement, il ne donnera pas d'interview. Nous ne sommes absolument pas contre une interview. Nous sommes toujours ouverts au dialogue, mais pas face caméra. Lors de notre entretien, nous vous avons fait part des insultes reçues via les réseaux sociaux de manière anonyme, et sommes persuadés que cette interview télévisée risquerait d'alimenter ce torrent d'injures. Ce témoignage autour du Rock Classique fait naître d'autres questions. Qui sont les victimes de ces agressions sexuelles sous soumission chimique? Est-ce qu'elles se ressemblent toutes? Est-il possible de définir un profil type? De nouveaux témoignages vont nous permettre d'y répondre. Reshma va nous ramener 4 ans en arrière. Elle est serveuse dans un bar du centre de Bruxelles. À la fin de son service, elle décide de boire un verre avec ses collègues au Rock Classique. Moi, je commande une bière. Du coup, c'était ma 2e bière dans la soirée. Je bois quelques gorgées de cette bière et après, j'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé. Vraiment aucun. Jusqu'à mon réveil dans mon lit. Je me réveille tout habillée dans mon lit et j'essaye de retracer un peu ce qui a pu se passer parce que je me sens fébrile et je sais très bien que c'est pas l'alcool qui a fait ça parce que je me sens pas en gueule de bois. Au réveil, Reshma n'a absolument aucun souvenir. Ce sont ses amis qui l'aideront à comprendre ce qui s'est passé. Il y a un collègue qui me dit que après cette bière, j'arrivais plus à tenir debout, que j'avais du mal à parler, que j'avais du mal à marcher, et qu'à ce moment-là, il a décidé de me ramener chez moi, et qui m'a presque portée jusque chez moi, parce que j'étais vraiment dans un état où j'arrivais plus à marcher. Et il m'a juste ramené jusque chez moi, il est rentré chez lui. Et ma coloc m'a dit qu'elle m'a trouvée allongée, inconsciente dans les toilettes, et qu'elle m'a portée jusque dans mon lit. Je sais juste que après 2 bières, c'est pas normal, et que je sentais vraiment quelque chose dans mon corps, comme si on était une sorte de redescente chimique, clairement, et que que j'ai été droguée à mon insu ce soir-là. Tu n'as pas repéré de comportement qui a attiré ton attention ou ton collègue n'a pas vu ce genre de choses? Non. C'était assez discret. Assez discret parce que aussi on faisait confiance aux gens qui nous entouraient. Je connaissais les barmen. On est
Même si c'était pas mes amis, hein, je les connaissais, je les côtoyais, donc je me sentais en confiance. Et j'ai pas vraiment fait attention à si quelqu'un mettait quelque chose dans mon verre. Donc voilà. On peut évidemment se dire que Reshma s'en tire bien, mais depuis ce soir-là, elle ne se rend plus jamais dans un bar l'esprit léger. C'est la peur de contrôle qui fait peur. Oui, c'est la vulnérabilité, le fait qu'on puisse abuser de moi à mon insu, et puis le fait qu'on puisse tout simplement me droguer à mon insu, en fait. Rien que ça, c'est très grave. C'est une agression, en fait. Et ça devrait être puni. Même s'il n'y a pas... J'ai eu de la chance, encore une fois, de ne pas avoir été victime d'une agression sexuelle. Ça reste une agression et ça reste violent, ça reste une forme de violence. À la suite de ce témoignage, nous avons demandé au patron du rock classique s'il pense que certains de ses clients ont pu être victimes de drogue du viol. Il nous répond sans tergiverser. Je dois reconnaître tristement que oui, en fait, je le crains. C'est un fléau qui touche le monde de la nuit, je ne vois pas pourquoi mon bar serait exempté. Même si nous prenons un maximum de précautions. Nous ne savons pas trop quoi faire en plus. Nous ne pouvons pas fouiller tout le monde. Ce qui crée la peur, c'est le côté imprévisible et aveugle de l'agression. Tout le monde peut être victime, tout le monde peut être touché, parfois même par hasard. Nous partons à la rencontre d'un habitué du monde de la nuit. Les sorties un peu extrêmes, Logan connaît ça, mais ça ne le protégera pas. Son histoire commence par une soirée au rock classique. Moi, je suis un tchatcheur, donc je vais parler à tout le monde, hey, ça va, machin. Et là, je commence à faire ma spécialité, c'est que je commence à affonner le verre des gens ou à boire dans les verres qui sont pas du tout à moi. Pas par souci d'argent ou quoi, juste pour faire chier. Parce que quand je suis un peu bourré, je suis un peu taquin. Et à un moment donné, là, ça commence à devenir super flou, brumeux, gazeux, brouillard, et je maîtrise plus mon corps. Enfin, je sens que j'ai des petites... très très chaud, très bizarre. Et là, c'est le blackout, quoi. Enfin, je me rappelle de rien. Pour combler ses souvenirs manquants, Logan appelle sa meilleure amie qui l'a accompagnée toute la soirée. Et donc, j'appelle ma pote. Et ouais, non, elle fait là que t'es un peu scandaleux. Je dis, ah ouais, tu connais. Il fait non, mais scandaleux, t'es un peu bizarre, quoi. T'étais un peu tactile, t'as envie de m'embrasser, tu voulais embrasser Pedro, tu voulais embrasser machin. Enfin, pote, fille, garçon, j'ai pas fait la différence, quoi. Je veux dire, c'était, voilà, quoi. Objectif, faire des bébés, quoi. Et ça, on me racontait parce que je me rappelle quasi pas. Logan ne fera pas tester son sang ou son urine pour savoir s'il a été drogué. Il se basera sur son expérience du monde de la nuit. Est-ce que tu peux comparer ça à certaines autres drogues que tu connais? Non, non, enfin, ou peut-être l'effet un peu anesthésiant de la kétamine. Moi, je connais pas, c'est un ami, hein. mais oui, peut-être ça, un anesthésiant très lourd, très cotonneux. Mais ça n'avait rien à voir avec la drogue qu'on prend. Vous l'aurez compris, Logan en fait souvent un maximum, même lors de cette interview, mais cet épisode l'a marqué. Je me suis écroulé, hein. Je me suis excusé, j'étais en larmes, je me suis excusé à tout le monde. Ça m'a vraiment démoli de me sentir, comment dire, sans moyen de me défendre, sans moyen de comprendre ce qui m'arrive, sans moyen de reprendre connaissance, conscience, de me dire que j'étais à la merci, voilà. Mais que j'étais à la merci de quelqu'un. Je ne pense pas qu'on me l'ait donné volontairement, cette drogue. Mais voilà, si j'avais pas voulu faire le pirate, si j'avais pas voulu faire le sale con, ce serait peut-être quelqu'un d'autre qui aurait eu la dose et ça se serait peut-être passé aussi bien que pour moi, quoi. Quels effets recherchent les agresseurs qui veulent neutraliser leurs victimes? Quelles substances utilisent-ils pour y arriver? Sont-elles difficiles à trouver? Retour chez le docteur Charlier, elle va nous expliquer pourquoi les agresseurs utilisent ces substances. Elles vont modifier le comportement de la victime, donc qui va être désinhibée, donc qui va beaucoup moins se méfier qu'elle ne l'aurait fait si elle n'était pas sous l'influence de la substance, et puis qui va avoir tendance à somnoler, éventuellement à s'endormir suivant la dose, et qui au moment où elle va se réveiller, va avoir ce qu'on appelle une amnésie antérograde. Donc elle va ne pas se rappeler très très bien des événements qui viennent de se produire. Et donc ça veut dire que l'agresseur qui est peut-être parti à ce moment-là va gagner du temps, puisque la victime va devoir remettre ses idées en place, essayer de constater ce qui s'est passé, et le temps va jouer en fait pour l'agresseur. Nous allons à présent tenter de déterminer quelles substances utilisent les agresseurs. En interrogeant le docteur Charlier, on va découvrir avec stupeur qu'il dispose d'un véritable arsenal.
ce qu'on appelle la soumission chimique, c'est-à-dire le fait de droguer quelqu'un pour abuser de lui ou pour le voler, va faire appel à toute une série de substances chimiques. Et parmi finalement les plus répandues, ce sont plutôt les benzodiazépines, ce sont des médicaments qui vont être utilisés. On retrouve aussi des antihistaminiques, des antidépresseurs, du cannabis, parfois des amphétamines, mais aussi le GHB. Ça signifie que si on allait par exemple voir son médecin en disant « je dors mal pour le moment, j'ai perdu un membre de ma famille », on pourrait se voir prescrire un médicament qui pourrait servir à cet usage. Oui, absolument. Une benzodiazépine, c'est un somnifère. Une des applications des benzodiazépines, c'est justement d'être utilisé comme somnifère, comme hypnotique. Donc on peut relativement facilement s'en procurer. Autrement dit, les principales drogues du viol sont tout simplement au fond des tiroirs de la pharmacie du coin et sont légales. Il suffit de détourner ces médicaments de leur usage normal. Nous avons déjà parlé de 2 types de drogues du viol. Le GHB d'abord, les médicaments ensuite. Mais il existe aussi les drogues synthétiques comme la MDMA, les méthamphétamines et surtout la kétamine. Pour se procurer ces substances illégales, les agresseurs se tournent vers le dark web. Ce n'est pas compliqué, quelques clics suffisent. Il suffit de payer en bitcoin, la monnaie virtuelle. La livraison aussi est très facile. Elle passe par le plus anodin des chemins, celui de nos boîtes aux lettres et de nos bureaux de poste, au milieu des milliers d'autres envois. Quelle quantité de ces drogues circulent chez nous? Sont-elles en augmentation? Qui pourrait avoir une vue globale sur ces colis suspects? Pour trouver quelques éléments de réponse, nous nous rendons à l'aéroport de Zaventem, du côté de ce que l'on appelle le cargo, le transport de marchandises. Ces couloirs abritent les services des douanes. Ce fonctionnaire fouille des colis postaux considérés comme suspects. Il fait la chasse aux stupéfiants qui quittent la Belgique. Son arme, un Raman, un appareil laser capable de repérer mais aussi d'identifier plusieurs dizaines de types de drogues différentes dans n'importe quel colis. Avant, on devait aller avec ça au laboratoire de la douane pour vérifier. Et maintenant, on peut le voir directement. Ou directement sur le terrain. Est-ce que vous voyez apparaître de nouvelles substances au fur et à mesure du temps? Comme le kétamine, ça c'est nouveau. Hein. Il y avait quelques années qu'on n'a jamais entendu de kétamine et maintenant, oui. Maintenant c'est courant. Oui, c'est très courant. La kétamine va focaliser toute notre attention. Certains la considèrent comme une drogue récréative et l'achètent pour ses effets anesthésiants, mais c'est aussi une drogue du viol. Ce pot contient déjà de quoi droguer plusieurs dizaines de personnes. La kétamine perturbe la mémoire, elle peut laisser une personne consciente de ce qui se passe, mais incapable de bouger, ce qui en fait des proies parfaites pour les violeurs. On n'en trouvait pas. En 2019, on a trouvé 2 kilos. Et là, en 2021, on est à 200 kilos. Donc ça apparaît et puis ça explose. Alors, est-ce que ce sont des gros volumes globalement? Est-ce qu'on trouve des kilos et des kilos ou est-ce que ce sont plein d'envois de petites quantités? On a les deux en fait. C'est ce qui complexifie aussi le travail de la douane. Donc on va trouver des colis et donc c'est vraiment la personne qui va acheter sa consommation personnelle. Mais on a aussi des envois, par exemple de 5000 pilules ou d'1 kilo de kétamine. Et là on sait que c'est pour de la revente. Ces colis sont destinés à l'étranger. Mais ce trafic de drogue est mondial. Si les saisies à destination de l'étranger augmentent, c'est que le trafic global augmente et que donc ces drogues sont aussi plus facilement disponibles en Belgique. Il ne faut pas oublier que c'est chez nous, dans le Limbourg, mais aussi aux Pays-Bas, qu'elles sont fabriquées. Ça, c'est un colis qui est un filtre d'eau. C'est destiné pour Dubaï. Mais on n'a pas de traces pour l'expéditeur. Et voilà, c'est une sorte de filtre d'eau. Voilà, tu vois ici. Poudre blanche. Poudre blanche, de nouveau. Je peux de nouveau regarder avec le Raman. Voilà, de nouveau kétamine. Donc la kétamine est vraiment un produit à la mode pour le moment. Oui. Surtout la kétamine. Oui. L'année passée aussi, on a eu la plus grande saisie, c'était la kétamine. Que pouvons-nous faire pour éviter de nous retrouver avec ces drogues du viol dans nos verres? Existe-t-il des systèmes de détection? Sont-ils efficaces? Nous nous lançons donc à la recherche de ce type de test.
Nous en trouverons sur les sites de vente en ligne les plus courants, mais ils ne concernent qu'une seule drogue du viol, le GHB. Nous en achetons plusieurs exemplaires. Ils viennent des États-Unis, de Corée. Leur coût varie entre 10 et 20 euros. Le principe est simple, on dispose soit de pastilles à coller sur un GSM, soit de petites cartes. Il suffit d'y déposer une goutte de la boisson, attendre quelques minutes, puis regarder si la pastille change de couleur et vire au bleu. Évidemment, nous ne disposons pas de GHB. Nous demandons à un collègue du professeur Charlier de nous aider et d'effectuer des tests avec des boissons chargées avec cette fameuse drogue du viol. Nous ne le ferons pas dans un labo, nous nous plaçons dans des conditions proches de celles d'un utilisateur prenant un verre dans un bar. Alors, nous avons préparé différentes boissons, de l'eau, du jus d'orange, du vodka orange et du vin. Et nous avons des échantillons positifs, des échantillons qui ont été enrichis en GHB à des concentrations qui peuvent être retrouvées justement pour générer de l'anesthésie chez des victimes. En présence de GHB dans la boisson, le test est censé virer au bleu. Nous commençons avec le jus d'orange, lourdement chargé en GHB. On tourne vers le vert, donc on n'est pas spécialement bleu. Pas terrible, rien n'est bleu. On ne se décourage pas, on passe à la boisson suivante, la vodka orange au GHB. On a des résultats qui sont assez semblables au jus d'orange, si je compare les deux. Là non plus, vous l'aurez compris, pas la moindre trace de bleu. On essaye quand même avec le vin, plus précisément du GHB dans du vin rouge. En effet, c'est rouge. En tous les cas, il ne vire pas vers le bleu pour le moment. Ok, il vire un peu vers le rouge. Et donc, toujours pas de bleu. Au bout de 3 essais, on a comme une intuition. On dirait que le test change de couleur en fonction de celle de la boisson. Pour être sûr, on fait l'expérience avec de l'eau pure, bien transparente, sans GHB. Donc évidemment, ici, on doit avoir quelque chose de négatif. Et si c'est positif, la couleur doit virer au bleu. Alors, comme vous pouvez le constater, ça vire déjà au bleu. Donc de l'eau pure sans GHB vire au bleu. Alors, oui, c'est déjà mal parti. Et ça, c'est vraiment problématique parce que de l'eau, évidemment, il y en a à toutes les boissons. Ça ne fonctionne pas. Donc là, la personne qui veut utiliser ce test, elle va croire que la boisson contient du GHB. Donc, c'est problématique aussi. Hein. Donc, globalement, ce test n'est pas fiable. Ah, ce test n'est absolument pas fiable. Nous vous épargnerons les expériences que nous mènerons avec les autres tests, mais sachez que les résultats seront tout aussi mauvais. Les agressions à l'aide de drogue du viol se sont révélées plus nombreuses que prévu. Les substances utilisées par les agresseurs plus nombreuses aussi. Mais qui sont ces agresseurs? Que veulent-ils? À qui s'en prennent-ils? C'est ce que nous allons tenter de savoir. Nous retournons sur la page Balance ton bar. On s'intéresse aux témoignages tournant autour d'une boîte de nuit, le Wood. C'était une boîte techno située dans le bois de la Cambre. Elle sera fermée en 2016 pour tapage nocturne. Les jeunes qui y sortaient avaient entre 18 et 22 ans. Plusieurs jeunes femmes racontent y avoir été droguées, puis abusées. Je me rappelle avoir eu le tournis et la vision floue en un coup. Je me suis retrouvée à l'étage avec X, personne qui travaille au Wood. Je me réveille des heures plus tard, seule, allongée sur le sol à l'étage, mon pantalon et ma culotte abaissés. Mais ce qui nous frappe surtout, c'est que dans les commentaires, d'autres témoins les soutiennent et affirment connaître leur agresseur. Je vois tellement de qui vous parlez, il me donne la gerbe. Pourquoi personne n'ose dire son nom? Je pense qu'une plainte collective serait à envisager. Ce sera le point de départ de nos recherches. Nous rencontrons plusieurs témoins. Nous parvenons à les convaincre de nous donner une interview, mais ils demandent l'anonymat. Ils craignent un procès qui aurait pour seul but de les faire taire ou encore des représailles dans leur boulot ou leur vie privée. Ils considèrent leur agresseur comme un homme puissant. Le premier de nos témoins s'appelle Sita, 26 ans. Il y a 8 ans, ce jeune garçon fréquentait assidûment le Wood. J'arrive au Wood, il n'y a pas beaucoup de monde bien sûr. Carl se trouve au bar, comme à chaque fois, c'est sa boîte de nuit en fait. Et très vite, il m'offre un verre. Donc je bois le verre évidemment, enfin quand Carl vous offre un verre en fait vous dites pas non parce que voilà il y a la notoriété, il y a le côté un petit peu c'est Carl, c'est lui qui tient les rênes. Et je me souviens boire ce verre, peut-être un deuxième et puis je me souviens de rien, j'ai des flashs, je
Je me souviens n'avoir rien bu avant, ni n'avoir rien pris. Sita va se retrouver dans une petite pièce à l'étage de la boîte de nuit, un endroit appelé la terrasse. Au bout, il y avait une espèce, on appelait ça la terrasse, c'était l'étage du dessus, où seul lui pouvait avoir accès et la sécurité. Et je me retrouve dans un état médusé, avec mon corps lourd, sur un fauteuil à moitié affalé, spasmé, pas bien, des bouffées de chaleur. Je comprends pas vraiment, je comprends vraiment pas ce qui se passe. Et donc j'avance avec mes bras comme ça par terre. Et j'arrive en fait à accéder aux escaliers qui mènent directement vers l'entrée où il y a la caisse. Et je me souviens que quelqu'un me prend et me remet de nouveau sur ce canapé, sur la terrasse. Plusieurs heures vont passer. Lorsqu'il se réveille, la musique a cessé. Sita est toujours à moitié droguée. Son agresseur l'attend. J'entends plus de pas, j'entends plus personne. Et donc je me réveille, je m'appuie, je marche, je descends. Et là, il était juste là, en fait, en face de moi, en bas des escaliers, à l'entrée, avec un casque de moto. Et je me souviens qu'il m'a dit « Eh ben alors, mon petit chéri, t'as un petit peu trop bu ce soir ?» Et moi qui savais à peine parler à ce moment-là, parce que je sais pas sous quel effet de drogue j'étais, mais je m'armenais, je comprenais pas. Il me faisait les questions et les réponses, en fait. Il me disait « Bon, mais tu sais quoi, je vais te ramener à parce que t'habites là. » Sita ne rentrera pas chez lui. Son agresseur, le patron du Wood, le conduit dans sa maison. Il l'invite à se recoucher jusqu'à ce qu'il aille mieux. Je monte un escalier, je me souviens très très bien. Et je passe devant la chambre d'un enfant, mais de 3 ans, avec un lit, un tout petit lit. Enfin, et je comprends en fait que c'est pas là que je vais dormir parce qu'il est derrière moi en fait. Il exerce une espèce de pression. Et là, on arrive devant une espèce de chambre impersonnelle avec des murs bordeaux, juste un lit. Je pense même pas qu'il y ait de couette sur le lit. Je me souviens de beaucoup de bouteilles d'eau sur la petite fenêtre, quelque chose d'un petit peu malsain. Et en fait, comme il est derrière moi, je rentre dans cette chambre, il rentre derrière moi, il ferme la porte, et c'est là que il abaisse mon pantalon, il me pousse contre le lit, et il fait ce qu'il a à faire. Ça dure pas très longtemps. Moi, par sécurité, je ne me débats pas. Je me rends compte que je suis en train de me foutre dans quelque chose qui va me rattraper toute ma vie. Jusqu'au moment où il me demande de changer de rôle. Et là, c'était plus fort que moi parce que c'est pas ma position, c'était déjà pas ce que je voulais, il y avait pas de consentement. Et là, je pense qu'il a vu sur ma tête que il y avait un rejet, et il y avait une peur, que je tremblais. Et ça s'est très très vite passé parce que il a tout remballé, il m'a suivi et il m'a foutu à la porte. Est-ce qu'à un quelconque moment, il y a eu une once de consentement? Non. Non. Il n'y a pas eu de consentement. Puis rien que le fait que je pense que j'ai été droguée annule complètement le consentement, en fait. Parce que même si j'aurais pu dire... Je ne me souviens de pas l'avoir dit, mais tout ça n'est pas pris en compte à partir du moment où la personne a été droguée. Pour Sita, ce moment est une rupture. Ce viol fait éclater sa vie. Rien ne sera jamais plus comme avant. Je me vois comme une merde. Je commence à avoir un rapport super malsain aux soirées, à mon corps, à tout. Je commence à énormément sortir. Je tombe un petit peu dans la drogue. 1 an et demi plus tard, je contracte le VIH. De ça, on a suivi 1 an et demi de médicaments, d'opérations, parce que j'avais plus d'immunité. Donc j'ai arrêté les études. Je me rends compte vraiment avec le temps, 8 ans plus tard, que peut-être que ma vie aurait pas été pareille. J'aurais peut-être eu la force de faire d'autres choses et pas de me laisser aller et de me laisser survivre, en fait. Parce que depuis tout ça, c'est vraiment de la survie. C'est de la survie par rapport à ce viol, c'est de la survie par rapport au VIH, c'est de la survie par rapport à mon corps. J'ai plus vraiment de désir. Enfin, je sais même pas si les gens ont du désir pour moi ou si c'est juste mon corps qui les intéresse. Voilà. Et aujourd'hui, 8 ans plus tard,
je vois que cette personne est toujours là et qu'elle œuvre toujours dans le milieu de la nuit. Et je vois qu'il y a vraiment tous ces gens qui parlent. Et j'ai décidé de parler parce que j'arrive plus, en fait. J'ai 26 ans, j'arrive plus à... J'ai besoin qu'il y ait justice par rapport à ça, pour moi et pour toutes celles et tous ceux qui ont vécu l'enfer. Voici la personne que Sita présente comme son agresseur. C'est Karl de Montcharline, figure bien connue du monde de la nuit et de multiples événements à Bruxelles. Le Myrano, le Wood, l'Impérial, c'est lui. La Roller Parade, la fête des voisins et Bruxelles-les-Bains, c'est lui aussi. Sa notoriété est bien établie. Nous cherchons évidemment à le contacter par téléphone pour lui offrir la possibilité de répondre aux accusations de viol de Sita. Bonjour. Bonjour, Gérald Vandenberg, de RTBF. Je travaille pour le magazine Investigation. Ah, bonne nouvelle. J'adore ça. En fait, je vous téléphone parce que je suis en train de réaliser un reportage consacré à ce qu'on appelle les drogues du viol, aux agressions sexuelles sous soumission chimique. Et j'ai reçu le témoignage de plusieurs personnes qui vous mettent en cause. Et donc j'aurais voulu savoir ce qu'il aurait été possible de vous rencontrer pour en parler, parce qu'évidemment je ne peux pas me permettre de faire un reportage unilatéral, et je donne la parole à tout le monde. Ce serait possible pour vous ? Ça pose pas de problème, bien sûr. Quand est-ce que ce serait possible pour vous ? Qu'est-ce qui vous arrangerait ? On pourrait prendre ça jeudi prochain alors ? Je mets 16h pour commencer. Oui d'accord, 16h, parfait. Un grand merci de m'avoir appelé, Gérald. Merci, à jeudi, au revoir. Merci. En attendant le jour de l'interview, nous approfondissons notre enquête. Toujours à la recherche de témoins, nous rencontrons Valentine. Elle va nous raconter une perte de contrôle inexpliquée en 2016 lors d'une rencontre avec Karl de Montcharline. Elle avait 17 ans. Donc on rentre dans la boîte de nuit, on lui dit bonjour parce qu'il est déjà au bar. Il a toujours une place spécifique au bar où il est accoudé là. Et puis d'un coup il y a une bière que moi j'accepte qui vient pas directement du bar, que moi je vois pas venir du bar quoi. Et puis je la bois et puis là ça reste assez flou, mais d'un coup on est à l'étage. Ça c'était assez connu, il y a un étage, un escalier qui était à l'entrée même de la boîte de nuit. Et puis là, il commence à m'embrasser et à me toucher le haut du corps. Et moi, j'étais totalement... j'étais très consciente mentalement, mais physiquement, j'arrivais pas à rien faire, quoi. J'étais molle et figée. Mais j'étais totalement consciente que ce qui était en train de se passer n'était pas d'accord et qu'il fallait que j'arrête ça. Mais j'étais incapable de sortir un mot ou de faire une action physique pour que ça cesse. Il m'a juste touché la poitrine... Et il m'a embrassée. Ça, c'est ce dont je me rappelle. Mais ça n'a pas été plus loin que le haut de mon corps, quoi. Il n'y a pas eu de culotte ou quoi que ce soit, quoi. Après, je me rappelle de phrases qu'il me disait qui me mettaient super mal à l'aise, quand même. Enfin, je me rappelle qu'à l'époque, j'avais un copain, et il le savait. Et il avait comparé... il comparait le fait qu'il m'embrassait mieux que mon copain ou qu'un jeune de mon âge. Et moi, je me rappelle, il m'a dit que pas du tout, d'ailleurs, en fait. Valentine va parvenir à se dégager. Ce sont ses amis qui vont l'aider. Mes amis me cherchaient dans la boîte de nuit parce qu'évidemment j'avais disparu. Ils étaient conscients de ce qui était en train de se passer. Et je sais pas combien de temps ça a duré. Je sais pas si ça a duré 30 minutes ou 1 heure. Mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer dans ma poche. Et à un moment, j'ai su m'écarter de lui et articuler quelque chose. Et lui a dit que oui, il fallait que je descende, que mes amis n'arrêtaient pas de me chercher. Et je sais pas quoi. Puis on est descendu et puis mes amis étaient en bas de l'escalier en train d'essayer de monter. Et vos amis ont crié dessus, ils vous ont défendu. Oui, ça c'est très fort même. Enfin, ils ont vraiment pété un câble par rapport à ce qui venait de se passer et que c'était pas ok. C'est des amis qui sont encore actuellement très proches de moi. Donc, et lui directement faisait l'innocent, quoi. L'air de rien. Il a dû dire que moi j'étais d'accord avec ce qui venait de se passer et que... Il me parlait de moi comme une copine, quoi. J'étais une de ses copines et que c'était tout à fait d'accord de faire ça à une de ses copines. Et puis voilà. Valentine mettra du temps à comprendre la gravité de ce qui lui est arrivé. Elle finira par porter plainte. Le jour du rendez-vous avec Karl de Montcharline est arrivé.
Nous sommes confiants vu l'enthousiasme du premier coup de téléphone. Nous le rappelons comme prévu pour fixer l'endroit de l'interview. Il ne nous répondra plus jamais. En revanche, nous sommes contactés par Maître Boyle, avocat réputé de Bruxelles. C'est lui qui répondra à nos questions. Mon client est extrêmement choqué. Il conteste totalement les faits et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, ce que vous m'expliquez ne correspond pas du tout au profil de mon client. Mon client est actif dans la vie nocturne bruxelloise depuis une trentaine d'années. Il a créé 5 établissements qui sont des établissements de premier rang où il n'a jamais eu de problème. Mon client a un casier judiciaire vierge et n'a jamais eu à répondre de quelque atteinte que ce soit de ce type. Mais est-ce que votre client a été entendu dans le cadre d'une plainte relatant des faits comme celui que je vous ai exposé? Alors nous ne sommes pas ici dans un prétoire et je ne vais pas plaider ce dossier. Non, mais là je vous demande un élément factuel, c'est-à-dire simplement, très simplement, qu'il a été entendu dans le cadre des plaintes dont vous parlez et la plainte a été classée sans suite. Une des plaintes, pas toutes les plaintes. Je n'ai pas des éléments qui me permettent de vous le dire. L'avocat critiquera l'anonymat des accusateurs et annoncera que son client porte plainte pour diffamation. Il contestera ensuite toute utilisation de drogue dans une boisson. La deuxième chose, c'est que vous expliquez que les personnes parlent d'un modus operandi. Il n'y a pas de modus operandi. Monsieur de Montcharline n'accueille jamais ses visiteurs, ses clients, avec des verres. Il ne remet jamais des boissons à ses visiteurs. C'est son personnel qui s'occupe de ça, lui ne le fait pas. La défense est claire, Karl de Montcharline ne donnait de verre à personne, il n'a donc drogué personne. Est-ce vraiment comme cela que ça se passait au Wood? Karl de Montcharline était-il si distant avec ses clients? Stéphanie, 26 ans, va nous aider à mieux comprendre. Elle a travaillé plusieurs années au Wood. Je le voyais tout le temps offrir des verres à des filles beaucoup plus jeunes. Derrière le bar, c'était genre tous les week-ends, ça papotait et ça jouait de son statut, quoi. Il était très conscient que c'était le boss et que ça pouvait peut-être impressionner certains clients et certaines clientes. Et moi, mon expérience, c'est qu'il a joué avec ça et ça se voyait, quoi. Enfin, j'imagine que pour des gens plus jeunes, plus faciles à intimider, ouais, il a du charisme, quoi. Et Stéphanie ira plus loin, elle affirme connaître d'autres victimes que celles que nous avons déjà rencontrées. Moi, je suis bonne amie avec 2 personnes qui ont clairement été abusées de lui. Et en dehors de ces 2 amis qui sont vraiment très proches, il y a aussi d'autres personnes que je connais qui ont vécu ce genre d'histoire aussi et à des niveaux différents. Et je sais que dans ce milieu-là, dans le secteur de la nuit, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça parce que c'est une bombe à retardement et tout le monde le sait. Le jour où le scandale éclatera, ça touchera tout le monde. C'est ça, parce que ça va entacher tout un milieu, ça va entacher toutes les personnes qui étaient là, qui n'ont rien dit. C'est... Ouais, toutes les personnes qui ont fermé les yeux, en fait, 2 éléments nous frappent. Le premier, c'est bien sûr l'utilisation de drogue. Le second, c'est le jeune âge des victimes. Sita avait 18 ans, Valentine, 17 ans. Est-ce que M. de Montcharline confirme qu'il a eu par le passé des relations sexuelles avec des gens âgés de 17 à 18 ans, garçons et filles? Jamais. Jamais, ce n'est ni le profil de M. Montcharline, ni son expérience, ni la manière dont il est perçu dans la cité. Sur 30 ans de carrière, non. Donc il n'a jamais eu de relation sexuelle avec un garçon ou une fille de 17 ou 18 ans fréquentant son établissement? Jamais avec des mineurs, jamais. Alors je vais répéter la question autrement. Est-ce qu'il aurait déjà eu des relations sexuelles avec un garçon ou une fille de 18 ans faisant partie de la clientèle de sa boîte qui s'appelait le Wood? Je n'ai pas d'éléments permettant de dire que les accusations qui sont formulées par les témoins anonymes dont vous faites état auraient la moindre espèce de vérité dans le chef de mon client. Karl de Montcharline aurait donc toujours gardé ses distances avec ses jeunes clients. Ce n'est pas ce que nous ont dit Sita, Valentine et Stéphanie. Pour trancher, nous cherchons des témoins supplémentaires. Nous rencontrons Adèle, 59 ans. En 2015, un coup de téléphone en pleine nuit va la plonger brutalement dans l'univers du Wood et de son propriétaire.
Ce sont 2 amies de sa fille qui appellent au secours. Elles ont 16 et 17 ans. Le hasard fait que ma fille avait laissé brancher son GSM sur son haut-parleur. Le téléphone sonne à 3h30 du matin et j'entends très fort dans la maison le nom de ma fille. Viens vite, notre amie, donc une voix de jeune fille qui dit à ma fille, viens vite, notre amie a été violée. Et finalement, on saute dans la voiture et on part rejoindre la jeune femme qui a appelé, qui nous a dit où était la boîte de nuit, dans le bois, etc. Voilà. La fille d'Adèle fait sortir ses 2 amies du Wood. Elle raconte ce qu'elles ont vécu avec Karl de Montcharline. Après un verre ou 2, il leur a proposé d'aller à l'arrière ou au-dessus, en tout cas dans son bureau, dans une pièce plus privée. Ce qu'elles ont fait, revers, etc. Et puis, ce qui se passe, c'est que la fille qui a téléphoné, avant de téléphoner, elle se sent pas bien. Elle va aux toilettes et elle vomit. Elle revient dans la fameuse la pièce privée et elle voit le patron de la boîte couché sur son ami avec les mains sous son pantalon et à ce moment-là elle a un réflexe très intelligent. Je crois qu'elle retourne dans la toilette et elle appuie sur tous les boutons des numéros de téléphone enregistrés de son téléphone et elle appelle au secours. Après avoir entendu ce récit, Adèle voit que les jeunes filles ont du mal à se tenir sur leurs jambes. Elle les emmène à l'hôpital. Moi, je vous emmène à l'hôpital parce que il y en a une des 2 qui était vraiment verte. Je les emmène aux urgences à l'époque à Cavel. Adèle insiste auprès des médecins pour que les jeunes filles soient examinées. Et moi, en tant que maman, je voudrais que vous les auscultiez. Il y en a quand même une qui dit qu'elle a peut-être été violée. Et puis, je sais pas moi, sida, drogue, enfin, il faut qu'elle soit vue par un médecin. La gynécologue accepte de les voir. Moi, je suis pas là non plus. Et puis elles ressortent, elles disent oui, on a fait une prise de sang, voilà. Et tu ne dis rien à nos parents. C'est tout. Et je n'ai des nouvelles finalement que 3 semaines plus tard, quand la maman d'une des filles me téléphone pour me remercier et me dit qu'elles ont porté plainte, les 2 mamans avec les 2 filles. La maman me dit qu'au commissariat, on leur a dit qu'il y avait d'autres personnes qui avaient porté plainte contre la même personne. Quant aux examens de sang et d'urine, ils se révéleront positifs. Ah oui, ça j'ai oublié de vous dire. En effet, elles ont appris qu'elles avaient été droguées, les 2. Donc j'imagine que ça a fait partie du contenu de la plainte. Nous parviendrons à contacter une des jeunes filles dont Adèle raconte l'histoire. Elle ne donnera pas d'interview, mais confirmera toute l'histoire, la drogue dans son sang, l'agression et le rôle de Karl de Montcharline. Depuis le début de notre investigation, nous avons découvert que le nombre de bars concernés par les drogues du viol était loin de se limiter au cimetière d'Ixelles, que les substances utilisées par les agresseurs étaient nombreuses et faciles à se procurer et qu'un seul agresseur pouvait faire de nombreuses victimes. Comment réagit la justice face à ce phénomène? Combien de violeurs ayant drogué leurs victimes ont été condamnés? Quelle peine risquent-ils? Les réponses vont nous surprendre. Nous avons rendez-vous avec une avocate, Caroline Poiré. Elle défend fréquemment des victimes d'agressions sexuelles. Sans vraiment le chercher, cela représente la majorité des affaires qu'elle traite. Ce que je peux vous dire, c'est en tout cas que ça représente, je dirais, 90% de mes clients. Il se fait que par ma pratique, en réalité quotidienne, et par les rencontres que je peux faire avec mes clientes, eh bien, ça m'amène à être, si je puis dire, en tout cas spécialisée dans cette matière-là. Et les victimes de viols qu'elle accueille évoquent de plus en plus souvent l'utilisation de drogues pour les neutraliser. J'en ai de plus en plus. Je pense qu'effectivement, le mouvement Balance ton bar a amené à une réelle prise de conscience auprès des victimes. Et donc, je suis amenée à être de plus en plus consultée pour ce type de dossier-là.
Est-ce que c'est une surprise pour vous? Non, ce n'est pas une surprise. Je pense que c'était un phénomène qui était connu, mais dont on ne parlait pas et dont les victimes ne prenaient pas conscience. Donc, étonné, non. Maintenant, je pense que les réseaux sociaux ont permis cette libération de la parole et cette prise de conscience par les victimes de ce phénomène-là, en tout cas. Est-ce que vous pensez que les scénarios de ce type-là sont sous-estimés par le monde de la justice et compagnie? Mais oui, ils sont sous-estimés. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on ne parvient pas à les prouver. Et donc, dans la mesure où on ne parvient pas à les prouver, ils sont sous-estimés. Alors, je pense qu'ils sont acceptés. Je veux dire, au niveau de la magistrature, on ne se dit pas que ce phénomène n'existe pas. Mais c'est vrai qu'en termes de dossiers traités par les autorités judiciaires, ils sont très faibles. Est-ce que vous connaissez l'un ou l'autre procès débouchant sur un jugement pour viol qui fait référence à l'utilisation de ce type de substance? Non, aucun. Ce constat est étonnant. Il y a de plus en plus de plaintes pour viol évoquant l'utilisation de drogue pour neutraliser les victimes et pourtant il n'y a jamais condamnation. Un paradoxe total. Pour tenter de le comprendre, nous nous rendons au parquet de Bruxelles. C'est là que sont lancées les enquêtes destinées à arrêter les violeurs. Il fut un temps, les victimes avaient du mal à aller déposer plainte et lorsqu'elles le faisaient, bien plus tard, en fait, finalement, tous les éléments de preuve, comme on dit, objectifs, avaient disparu. Puisque lorsqu'on dépose plainte, même plusieurs jours après les faits, les prélèvements scientifiques ne peuvent plus être faits et donc on a du mal à avoir d'autres éléments de preuve que la parole de la victime contre la parole du suspect. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est parole contre parole? Ça a toutes les chances d'être classé sans suite. Effectivement, ce sont des dossiers, lorsqu'on n'a pas suffisamment d'éléments de preuve, qui sont classés sans suite ici au sein du parquet. Nous retournons chez Caroline Poiré. Elle nous confirme que les dossiers de drogue du viol sont fréquemment classés sans suite. Mais ce qu'elle regrette, c'est que parfois, trop souvent, le parquet n'utilise pas toutes les armes dont il dispose pour coincer les agresseurs. Pour nous le prouver, elle nous propose de rencontrer Sophie. Son agression remonte à 10 ans, mais les conséquences sont encore là. Depuis cette nuit-là, elle est méfiante, incapable de faire confiance. Vous faites confiance à qui, en fait? À moi? Encore? Non, c'est à mes parents. Ouais, ça c'est les choses les plus difficiles. En fait, c'est la confiance et les relations humaines après. Tout commence par une banale sortie en boîte avec une amie. Des garçons, des amis d'amis les accompagnent. Sophie se voit offrir l'un ou l'autre verre. Dans les minutes qui suivent, c'est le blackout. Dès ce moment, elle n'a plus aucun souvenir. Ce sont des témoins qui lui expliqueront ce qu'elle a fait sur la piste de danse. C'est pas dans mes souvenirs, mais c'est dans le rapport à la police. C'est-à-dire qu'il y a une des filles qui dit que je fais pipi debout dans le you. Habillée. Désolée, même si je viens d'un milieu universitaire, ça j'ai jamais fait quoi. Enfin, je pense que... Enfin si, je l'ai fait vraisemblablement, mais... C'est quand même pas normal quoi. Mmh. Les autres disent que je suis inconsciente, que j'ai des comportements bizarres, que je crie. Donc il me semble, hein. C'est quoi des comportements bizarres? Mais je sais pas, il y en a... Mais je sais pas. Je suis désolée, j'étais pas là. Enfin... Quelques heures plus tard, Sophie se retrouve dans une maison du côté d'Anguien. C'est là que le viol aura lieu. Là, à l'intérieur, je suis incohérente. C'est ce qui est marqué dans le dossier. Je tiens des propos incohérents. Ça, c'est ce que les personnes témoins disent. Et les violeurs également. Cette nuit, là, je monte dormir ou me fait monter dormir. Il y a un garçon qui m'accompagne et un autre garçon qui nous rejoint. Et là a lieu le viol. Par 2 garçons. Il me semble que de ce que j'ai pu collecter comme information, que c'est donc un acte sexuel à 3 personnes. Clairement, moi, j'ai aucun souvenir. Le lendemain, elle est encore désorientée, mais les soupçons de viol sont là. Poussée par ses proches, elle se rend à l'hôpital. On y effectue tous les prélèvements nécessaires. On me dit, hypothèse GHB, ça reste pas dans le sens plus de 24 heures. J'ai ça en tête, mais je suis pas sûre.
Urine, c'est sûr. Je me vois faire pipi dans un petit pot avec cette blouse. Les cheveux, la peau. On prend un coton-tige dans la bouche avant le Covid. Il y a un examen génétique. Ouais. Pardon, je suis pas là. Sophie porte plainte. Ses agresseurs sont entendus par la police. Leur défense est facile. Ils affirment qu'elle était tout simplement consentante. Ils reconnaissent qu'il y a eu un acte sexuel. Ils le reconnaissent. Mais que j'étais consentante. Alors j'ai vu Maître Poiret, elle me disait tout le monde dit que tu es dans un état d'inconscience. C'est dit. Et à aucun moment la police dit tiens, vous faites l'amour avec une femme qui est inconsciente? Comment vous pouvez dire qu'elle est consentante si elle est inconsciente? Ou si elle a des comportements improbables, comme faire pipi debout dans la boîte du yoga. À aucun moment vous n'avez exprimé le moindre début de consentement? Ben, non. Pas consciemment. Pas consciemment. Comme à chaque fois que c'est la parole de l'agresseur contre celle de la victime, la plainte est classée sans suite. Un traumatisme pour Sophie. Il y a un an, Sophie contacte l'avocate Caroline Poiret. Elle veut comprendre pourquoi l'affaire n'a pas fini au tribunal. L'avocate va se procurer le dossier. Elle y fera une découverte effarante. Les prélèvements d'urine n'ont pas été analysés. On n'y a pas cherché de drogue. La justice a négligé un élément crucial qui aurait pu déstabiliser ses agresseurs. Cette analyse d'urine a été, on a fait ce prélèvement, mais aurait permis peut-être de corroborer ce que vous dénoncez dans le cadre de votre audition, c'est de dire qu'il y a une perte de conscience complète, et cette perte de conscience complète aurait pu être corroborée par le résultat de ces analyses toxicologiques. On aurait pu déterminer éventuellement s'il y avait eu administration de substances chimiques, bien évidemment, à votre insu. En prouvant que Sophie était droguée, on confirmait qu'elle était incapable de consentir à une relation sexuelle et qu'il s'agit donc bien d'un viol. Quand on a deux suspects qui viennent nous dire « mais pas du tout, elle était tout à fait normale, elle était tout à fait consentante d'avoir cette relation à trois », je pense qu'un enquêteur qui est suffisamment formé à recevoir ce type d'audition, va confronter en réalité l'auteur présumé au fait qu'un témoin fait état d'une information totalement contradictoire. Et on voit dans le cadre des auditions qu'en réalité ils vont déposer leur version, mais que leur version n'est pas confrontée aux éléments du dossier répressif. Nous retournons au parquet, nous soumettons le document qui atteste clairement que des prélèvements d'urine ont été faits. Pourquoi n'ont-ils pas été analysés? Là, c'est beaucoup moins clair. C'est une décision qui est laissée à l'appréciation du titulaire du dossier de faire ou non des analyses. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement dans ce dossier-ci, donc c'est difficile de vous dire pourquoi on aurait décidé de ne pas faire ces analyses. Mais pourquoi ne les fait-on pas de manière systématique à partir du moment où on est dans ce cas de parole contre parole? Pourquoi est-ce que ce n'est pas automatique? Parce que dans la justice, rien n'est automatique. Et pourquoi? Il faut permettre au magistrat titulaire d'un dossier d'apprécier tous les éléments qui sont en sa possession. C'est pourquoi je vous dis qu'il est difficile de commenter ceci, parce que je n'ai pas tous les éléments, je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait ces analyses à ce moment-là. Il se peut qu'il y ait d'autres témoignages qui contredisaient ce que la victime racontait, il se peut qu'il y ait d'autres éléments objectifs qui contredisaient l'une ou l'autre version, et du coup on a peut-être considéré qu'il n'était pas opportun de faire ces analyses. Mais Caroline Poiret avance un autre argument pour expliquer pourquoi, jusqu'il y a peu, les enquêteurs avaient peu d'intérêt à s'acharner à prouver l'utilisation d'une drogue du viol. Ça ne permettait pas de condamner plus lourdement le violeur. Le viol, ce qu'on appelle le viol par soumission chimique, n'existe pas en tant que tel dans le code pénal. Il n'existe même pas sous la forme du viol avec la circonstance aggravante d'avoir administré à l'insu d'une victime une substance chimique. Donc si je vous comprends bien, droguer quelqu'un, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce n'est pas un élément aggravant. On ne fera pas plus de prison pour ça. On ne fera pas plus de prison pour ça. Donc à quoi bon de chercher? Donc à quoi bon de chercher? Voilà. Vous avez répondu à votre question. Heureusement, le 1er juin prochain, cet incroyable paradoxe va disparaître.
un nouveau code pénal sexuel entrera en vigueur, l'utilisation de drogue du viol y sera davantage punie, cela deviendra une circonstance aggravante. Reste que changer la loi, c'est bien, mais pas suffisant. Il faut aussi du personnel pour l'appliquer. Les juges réclament depuis longtemps plus de moyens au monde politique. Sans cela, la recherche des agresseurs ne s'améliorera pas. Un exemple, à Bruxelles, il n'y a que 3 substituts du procureur pour traiter en moyenne 1100 dossiers ouverts pour viol et attentat à la pudeur par an, près d'1 par jour et par magistrat, des moyens bien faibles qui laissent trop souvent les victimes désemparées, comme Sophie. C'est un combat quotidien, c'est-à-dire que j'ai appris à être douce avec moi-même, je crois que je l'apprendrai encore. Je crois que cette année, ça fait 11 ans. Oui, 11 ans. Et c'est un peu dingue parce que je pensais qu'après 10 ans, je serais passée à autre chose. Et en fait, j'ai compris à la 10e année que ça ferait toujours partie de moi. Même au-delà de ça, ça me définit en fait. Suite au mouvement Balance ton bar, j'étais sur la place de l'Albertine le soir même. Et il y a un truc qui m'a percutée, c'est d'entendre qu'on n'est pas des victimes, qu'on est des survivantes. Et il y a une chose très belle dans le mot survivante, mais il y a une chose très moche aussi, c'est qu'on survit. Et ça, cette recherche du plaisir, cette recherche du bonheur, c'est croire en la vie, me dire à quoi bon. En fait, c'est difficile. Ça, c'est vraiment ce qui est difficile, c'est croire en la suite. Ouais. En 3 mois d'enquête, nous avons trouvé plus de victimes, plus de bars touchés par ces agressions, plus de substances utilisables par les agresseurs que ce à quoi nous nous attendions. Les viols où une drogue est utilisée sont sous-estimés et ils sont à coup sûr les plus difficiles à prouver. Seule une prise de conscience des juges, policiers, patrons de bars, mais aussi de ceux qui fréquentent ces bars, permettra d'éviter d'autres victimes.